Vendredi 2 janvier, 22h46. Plus de 150 avions de chasse, hélicoptères et drones américains décollent des bases terrestres et maritimes. Tous se dirigent vers le Venezuela. Peu avant 2 heures, des explosions secouent Caracas. À 4h21, Donald Trump annonce qu'une unité des forces spéciales vient de capturer Nicolás Maduro et son épouse. Cette opération a été minutieusement préparée pendant des mois avec des moyens humains, financiers et technologiques extrêmement importants. Au niveau logistique, au niveau militaire, il s'agit d'un chef-d'œuvre organisationnel. Après le Venezuela, Donald Trump multiplie les menaces envers d'autres territoires comme le Groenland ou l'Iran. Mais alors, que représente aujourd'hui la force de l'armée la plus puissante du monde ? Les Américains possèdent les technologies et les équipements les plus performants au monde. Ce qui les place aujourd'hui, en tout cas, au-dessus de tous leurs adversaires potentiels, c'est effectivement cette combinaison, la qualité, la quantité et la maîtrise des savoir-faire opérationnels. Ils disposent de plus de 13 000 aéronefs avec des modèles tels que des F-22 Raptor conçus pour les combats aériens ou des F-35 à la pointe de la technologie qui peuvent échapper aux radars ennemis. C'est la maîtrise de technologies pas si nouvelles que cela, mais sans cesse affinée, notamment la furtivité. Et ça, c'est le chasseur F-35, dont la supériorité est confirmée, y compris par les officiers français. L'année dernière, en Iran, les États-Unis avaient attaqué des sites nucléaires avec des bombardiers B-2. Ce sont les seuls avions capables de transporter la bombe anti-bunker GBU-57 qui pèse 13 tonnes. La flotte américaine est dotée de 11 porte-avions nucléaires. Parmi eux, l'USS Gerald R. Ford, le plus grand du monde, capable d'embarquer 75 avions de combat et 4500 marines. Ce bateau est plus long que 3 terrains de football. À titre de comparaison, la France n'en possède qu'un, le Charles de Gaulle. La Chine en compte 3, mais aucun d'eux n'utilise la propulsion nucléaire. Les États-Unis possèdent également 800 bases militaires pour être présents partout dans le monde. Pour 2026, les États-Unis prévoient un budget record de 901 milliards de dollars pour leur défense. C'est 6 milliards de plus que pour 2025. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sont eux qui ont les plus grandes dépenses militaires. En comparaison, le budget de la Chine s'élève à 250 milliards de dollars et celui de la Russie à 209 milliards de dollars par an. En France, le budget du ministère des Armées devrait atteindre 57 milliards d'euros en 2026. Les États-Unis se voient comme la grande superpuissance et la grande superpuissance qui doit rester. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que dans ces 900 milliards, vous avez environ, programmé pour l'année 2026, à peu près 180 milliards pour la seule recherche et développement, en incluant également la partie test et évaluation. 180 milliards. C'est absolument énorme. Mais les États-Unis ne sont pas les premiers dans tous les domaines. En termes d'effectifs, l'armée américaine compte 1,4 million de soldats actifs. La Chine en possède plus de 2 millions. La Russie, elle, détient le plus grand arsenal nucléaire avec 4300 ogives nucléaires contre 3700 pour les États-Unis, 600 pour la Chine et 290 pour la France. Mais ce chiffre est surtout là pour la dissuasion. Même un pays comme la France, qui a une puissance nucléaire moindre que la Russie ou que les États-Unis, demeure, je dirais, sur le plan nucléaire, quasiment inattaquable. Quand vous avez l'arme nucléaire, vous êtes en principe à l'abri. La Chine fera tout pour éviter un conflit avec les États-Unis. La Chine veut récupérer Taïwan, donc Taïwan, bien évidemment, a à s'inquiéter. Si on peut parler de danger, oui, je dirais plus avec un pays comme la Corée du Nord, beaucoup plus imprévisible, un régime très fragile, qui pourrait donc être tenté par un acte suicidaire s'il se sentait agressé, dos au mur ou au bord de l'écroulement. Ironiquement, et je suis américain, c'est un peu triste à dire, mais c'est sans doute aujourd'hui les États-Unis qui peut-être représentent, non pas un danger militaire évidemment pour l'Europe, mais un danger de déstabilisation pour le monde.
Après le Venezuela, Donald Trump enchaîne les menaces dirigées vers le Groenland, Cuba et l'Iran. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale, et le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Le Groenland, c'est un verrou. C'est le verrou entre l'Arctique et puis les débouchés sur l'Atlantique Nord. Ça intéresse autant les Canadiens et les Américains que les Européens d'ailleurs. Mais c'est aussi un territoire potentiellement très riche en ressources, en minerais. Et ces déclarations inquiètent les Européens, car le Groenland appartient au Danemark, pays membre de l'OTAN. Pour un pays de l'OTAN, s'en prendre à un autre pays de l'OTAN n'aurait aucun sens, et surtout, cela serait contraire aux intérêts des États-Unis d'Amérique. Quelle que soit la forme des intimidations et quelle que soit leur provenance, nous avons engagé un travail au Quai d'Orsay pour nous préparer à riposter. Il est possible que Donald Trump décide de s'emparer du Groenland. Je dirais que c'est une possibilité, même une forte possibilité, que malheureusement nous assistions à ce spectacle durant ce mandat. Pourquoi, au-delà de l'intérêt de politique intérieure? Tout simplement parce que Donald Trump semblerait d'être le seul président à avoir agrandi depuis des décennies le territoire américain comme ses modèles. Et au-delà de cela, ça serait une opération assez facile, beaucoup plus facile que l'opération qui a eu lieu il y a quelques jours au Venezuela. Si demain les États-Unis décident d'envoyer quelques centaines, voire quelques milliers d'hommes au Groenland, d'abord ce ne sera pas une attaque frontale, personne n'ira tirer sur les habitants du Groenland. Ce sera une forme d'invasion pacifique. Techniquement, lorsqu'un pays membre de l'OTAN est attaqué, l'entièreté des autres pays doivent entrer en guerre contre l'attaquant. Et il est évidemment impossible, et cela n'arrivera pas, qu'un seul pays de l'OTAN entre en guerre contre les États-Unis.